Ils écoutent de la musique rock'n'roll, ils mangent des plans en sauce et ils regardent des vieilles séries télé. Bref, ce sont les jeunes. Mais au moins, eux, ils cherchent. Quand nous avons lu sur le site du CNRS le curriculum vitae de notre première candidate, nous avons été un peu déçus. Eh oui, déçus de voir que les principales informations concernant Héloïse Berkovitch ont été purement et simplement effacées. Rien sur sa passion pour le rougail saucisse. Niente sur son amour pour Gandalf. Quant à sa dévotion pour le handpan, nada. Dépités mais professionnels, nous sommes allés à Aix-en-Provence au laboratoire d'économie et de sociologie du travail pour parler avec elle de ses recherches. Mes recherches portent sur les méta-organisations, les organisations dont les membres sont eux-mêmes des organisations. Alors de quoi on parle quand on parle de méta-organisation? Typiquement la FIFA, les associations professionnelles, tout un tas d'organisations internationales, l'Union européenne, tout ça, c'est des méta-organisations, c'est des phénomènes qui sont très vieux. En revanche, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est des méta-organisations qu'on appelle multi-parties prenantes parce que leurs membres rassemblent des acteurs de différentes sphères de la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement des méta-organisations multi-parties prenantes et de comprendre comment elles peuvent contribuer à la transition écologique et sociale, notamment dans les territoires. Une méta-organisation est donc une sorte de super-organisation composée de plusieurs organisations. Bon exemple avec la FIFA qui regroupe ainsi toutes les fédérations nationales de football. Mais Héloïse Berkovitch s'intéresse, elle, à un genre particulier de méta-organisation. Les méta-organisations multi-parties prenantes. Celles-ci vont rassembler des organisations avec des valeurs et des visions diverses qui semblent parfois opposées mais qui ont un objectif commun. Exemple avec une méta-organisation créée autour de la pêche en Catalogne. Une méta-organisation multi-parties prenantes va rassembler autour de la table des acteurs de différentes sphères de la société. Donc on va avoir dans le cas de la pêche en Catalogne par exemple, des associations de pêcheurs qu'on appelle les cofradías là-bas, donc plutôt des acteurs économiques. On va avoir des ONG qui vont représenter la société civile, typiquement le WWF. On va avoir aussi des acteurs publics. On va avoir des acteurs scientifiques, des universités ou des centres de recherche spécialisés en biologie marine. Et ensuite, on va avoir toute une variété possible d'acteurs qui sont aussi impliqués parce que ces méta-organisations, elles sont établies dans différents ports du littoral catalan pour traiter les problèmes de différentes espèces de poissons. Et donc, elles sont vraiment très territorialisées et il y a évidemment différentes parties prenantes à cette échelle très locale. Les groupes qui composent ces méta-organisations portent donc des regards différents, voire divergents sur un problème donné, mais d'une contrainte, une opportunité, puisque cela va obliger ses membres à trouver un consensus, un processus lent sans doute, mais qui aboutit souvent à des solutions pérennes, car concertées. Il y a une forme de lenteur de ces processus, précisément parce qu'on est dans des méta-organisations. C'est potentiellement, ça peut manquer de flexibilité, et en même temps, il y a une force des décisions qui sont prises qui résultent de toutes ces expertises et de cette multiplicité de visions. Donc, c'est probablement plus lent que d'autres formes d'organisation, mais sur le long terme, c'est peut-être ce qu'il faut, puisqu'on a besoin de visions partagées en fait, entre tous les acteurs. Et si on exclut certains acteurs, ou si c'est un seul acteur qui prend des décisions et qui essaye de les imposer aux autres, peut-être que de toute façon, elles seront d'une part pas adaptées, parce qu'il manquera toutes ces parties prenantes, et ensuite, elles ne seront pas acceptées, parce que les organisations et au final, les gens, les citoyens concernés, ne seront pas embarqués, ne seront pas partie prenante du processus de décision. Pour rencontrer notre deuxième candidate, nous ne sommes pas allés à Bombay déguster un baigan bharta, son plat indien préféré. Nous n'avons pas dormi à Londres après un concert du groupe Bonobo, qu'elle aime beaucoup. Non, nous nous sommes juste posés sur le campus université de Saint-Charles, où ici, dans son labo des minots, Isabelle d'Autriche perce le secret du langage de bébés âgés d'une vingtaine de mois à peine. On a longtemps pensé en fait que l'apprentissage du langage était quelque chose de très séquentiel. C'est-à-dire on commençait par les sons
de la langue. Et puis après, on apprenait les mots. Et puis après, on apprenait les structures grammaticales ou la syntaxe. Voilà. Et on s'est aperçu en fait que ce n'était pas du tout le cas, mais que les enfants apprenaient le langage sur ces 3 domaines-là de manière plus ou moins conjointe. Par exemple, pour apprendre le sens des mots, on s'est rendu compte que les enfants utilisaient le contexte dans lequel un mot est présent pour inférer son sens. Donc, je vous donne un exemple, le mot porte par exemple. Donc porte peut vouloir dire l'action de porter quelque chose, et la porte, c'est le dispositif dont on sert pour passer d'une pièce à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est des mots compliqués parce qu'on utilise le même mot pour référer à des choses différentes. Et on s'est rendu compte, dans mes recherches, que les enfants de 20 mois pouvaient utiliser en fait le contexte de la phrase où ce mot ambigu est placé pour en fait déduire s'il s'agit du sens en tant que nom ou du sens en tant que verbe. Oui, vous venez bien d'entendre. Un enfant d'une vingtaine de mois est capable de déduire le sens d'un mot en se référant au contexte, c'est-à-dire à la structure de la phrase dans laquelle ce mot est prononcé. Ces découvertes en psychologie cognitive sont importantes pour comprendre certaines déficiences de langage chez les enfants. Pour autant, ce ne sont pas les seules recherches qui occupent la scientifique. Isabelle d'Autriche travaille également sur les propriétés du langage. On voit que dans 96% des langues du monde, on place le sujet avant l'objet dans une phrase. Et nous, l'approche qu'on essaye de prendre ici, c'est de se dire, ça vient peut-être de processus cognitifs, dans les processus de notre cerveau, qui n'ont pas évolué forcément pour le langage, mais qui ont été réutilisés pour le langage. Donc, si je reviens à mon exemple de sujet-objet. Donc, le sujet, c'est souvent l'agent, c'est celui qui fait les choses dans un événement, et l'objet, c'est le patient, c'est celui qui subit une action. D'accord ? Nous, ce qu'on a pu observer dans nos recherches, c'est que les babouins, donc des primates non humains, ont aussi une préférence pour les agents plutôt que les patients. D'accord ? Donc ça, c'est un biais attentionnel. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec le langage. Et donc l'hypothèse qu'on émet, c'est que probablement l'ordre du sujet et de l'objet qu'on observe à travers les langues du monde pourrait provenir en fait de ce type de biais attentionnel. Alors ici, nous devons croiser 2 observations. La première réside dans le fait que quand nous parlons, le sujet de notre phrase est placé en premier. Par exemple, si je dis « je vais gagner le prix du jeune chercheur ». Bon, il s'agit d'un simple exemple. Deuxième observation, et celle-ci n'a rien à voir avec le langage, et elle provient des travaux de la chercheuse sur les primates. Les babouins portent toujours leur attention sur celui qui fait, sur l'agent, plutôt que sur celui qui subit, le patient. Voilà. Alors à présent, si nous croisons ces 2 informations, on peut se demander si le langage ne puise pas sa source dans des biais cognitifs, des mécanismes qui ne sont ni exclusifs à l'homme, ni au langage. L'idée ici, c'est de dire que le langage n'est pas forcément apparu comme ça chez l'humain, mais qu'il est basé en fait sur plein de petits modules cognitifs qui sont aussi présents chez d'autres espèces. Et la question, c'est de savoir quels sont ces modules-là et à quel point ces modules-là peuvent expliquer le langage tel qu'on le voit réalisé aujourd'hui chez les humains. Non, tout ce que j'ai à dire, c'est... Lieutenant, je croyais vous avoir prié de ne pas déranger le docteur Hindman. Je vous préviens que si vous persistez à ne pas vouloir obéir à mes ordres, je me plaindrai à vos supérieurs. Au revoir, lieutenant. Elle adore le lieutenant Colombo. Elle écoute en boucle Don't Stop Me Now des Queen, et on la comprend. Elle court le Marseille-Cassis pour récolter des dons au profit de l'association Vaincre Alzheimer. Et pour cause, Maud Gratuze consacre ses recherches à vaincre cette maladie. Je travaille sur la maladie d'Alzheimer, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette maladie. Moi, je travaille sur la pathologie tau et j'essaie de comprendre comment la pathologie tau mène à la perte de connexion entre les neurones, donc les cellules du cerveau. La maladie d'Alzheimer se caractérise par 2 pathologies. La première à se manifester est la pathologie amyloïde. Des protéines s'accumulent pour former des plaques et entraînent une inflammation du cerveau.
Cette pathologie est lente et peut apparaître plus de 15 ans avant les symptômes d'Alzheimer. Puis survient la pathologie Tau. Celle-ci se caractérise par un dysfonctionnement des protéines Tau. Ces protéines, les voici. Elles sont essentielles aux synapses. Les synapses qui assurent la communication entre les neurones de notre cerveau. Oui, mais voilà, quand les protéines Tau dysfonctionnent, elles entraînent la disparition de nos synapses, donc des pertes cognitives, les fameuses pertes de mémoire entre autres. Pour résumer, on sait que la pathologie Tau dans la maladie d'Alzheimer va aller stimuler la perte des synapses et c'est ça qui va mener aux troubles de la mémoire. Il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, les causes de la maladie d'Alzheimer, bien sûr, il y a l'âge, plus on vieillit, plus il y a de risques de développer la maladie, mais il y a aussi des facteurs de risque génétiques. Donc en gros, il y a des versions de nos gènes qui vont promouvoir et augmenter notre risque de développer Alzheimer. Et le plus important facteur de risque génétique dans Alzheimer, c'est ApoE4. ApoE4, c'est l'apolipoprotéine E4. Donc l'hypothèse du laboratoire, c'est que ApoE4 va aller faire un partenariat avec Tau pour promouvoir la perte synaptique. Dans mon laboratoire, on essaie de comprendre comment et à quel moment de la pathologie ça arrive. L'apolipoprotéine E4, l'ApoE4, c'est donc une protéine qui est présente chez certains individus. Or, les travaux de la chercheuse mettent en évidence son rôle d'agent multiplicateur dans la disparition des synapses. Ben oui, car en s'associant à la protéine Tau, elle vient accélérer la perte synaptique. Un simple chiffre, la présence de gènes ApoE4 peut multiplier jusqu'à 15 fois les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Le problème, c'est que même si les personnes qui ont ApoE4 représentent environ 14% de la population, il faut savoir que ça représente la moitié des patients Alzheimer. Donc ça souligne l'importance de comprendre qu'est-ce que fait ApoE4 dans la pathologie Tau et la perte synaptique dans Alzheimer. Malheureusement, aujourd'hui, les traitements sont assez limités dans cette maladie et le but de mon équipe est de trouver quels sont les mécanismes qui mènent à la perte synaptique, donc aux troubles de la mémoire. Et en fonction des mécanismes qu'on aura caractérisés, puisqu'on peut trouver des mécanismes qui favorisent la perte synaptique, dans ce cas-là, après on pourra développer des molécules pour stopper ces mécanismes, mais si on trouve des mécanismes qui sont protecteurs, on pourra stimuler ces mécanismes protecteurs pour protéger les synapses et ralentir la maladie.